à la réalité. Parce qu'on est tous confrontés à un certain moment donné à se retrouver sous le parapluie du système de la santé. D'où vous vient cette passion-là? Un alphabet, on apprend les lettres avant de pouvoir écrire certains mots. Donc, on doit connaître un certain langage. En se croisant les doigts, est-ce que ça a bien été? Alors, est-ce que vous pouvez un peu plus apporter des nuances? Ça, c'est quoi le clinique versus le fondamental? Ou le volet clinique, c'est qu'on essaie de prendre ce que l'on connaît à fondamental et d'utiliser ces éléments-là pour la clinique. Donc, ça peut être assez déstabilisant au départ. Et après ces 2 ans-là, on est enfin biochimiste clinique. Ah, non. Non. Et je dirais que de façon unanime, quand la plupart des candidats qui terminent leur doctorat en recherche rentrent dans le programme clinique, sont déstabilisés. C'est quoi la routine de biochimiste clinique? Ah, on a énormément de responsabilités. Et l'enjeu ici, c'est qu'on est souvent derrière les rideaux. Qu'est-ce que vous devez vous attendre à titre de citoyen d'un réseau de la santé? Puis on le sait, c'est mondial. Même l'OMS va rapporter ça. C'est à peu près 60 à 80% des décisions cliniques qui sont prises par ce qui est produit en laboratoire. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de La Rédacteuse. Aujourd'hui, vous avez bien évidemment vos 2 co-animateurs, Richie et Anaël. Et comme invité, nous avons Dr Karim Benkiran, qui est biochimiste clinique à l'hôpital Maisonneuve, Rosemont-Maisonneuve. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Maisonneuve-Rosemont, voilà, presque. Mais voilà, donc je vous laisse vous présenter. Donc, bonne introduction. Biochimiste clinique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis, je dirais, ça fait faire près de 20 ans que je suis là-bas. Je suis aussi professeur au département, professeur adjoint de clinique au département de biochimie à l'Université de Montréal, pour lequel j'enseigne depuis aussi plus de 15 ans là, que j'enseigne au département, dans différents cycles de cours, que ce soit au baccalauréat, maîtrise, doctorat, au programme postdoctoral, en biochimie clinique. Alors, je collabore énormément aussi à la formation de plusieurs résidents en médecine dans différentes spécialités. Donc ça, c'est pour l'Université de Montréal. Sinon, je suis aussi président des comités de certification, du comité de certification à l'Ordre des chimistes du Québec pour octroyer, là, dans le fond, les permis de pratique aux futurs biochimistes cliniques de la province, tout en collaborant aussi avec l'Académie canadienne de biochimie clinique là, du Canada. Donc, je dirais que c'est mes passe-temps professionnels principaux. Je suis aussi collaborateur conférencier à droite et à gauche dans différents événements. Je suis consultant pour un laboratoire privé là, chez Biron, entre autres, où j'ai différentes responsabilités à ce niveau-là. Donc, je dirais que c'est quand même un survol professionnel. Là, Beaucoup de chapeaux. Oui, ben, c'est parce que j'ai une grosse tête. Donc, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Donc, il faut en mettre plusieurs. Non, c'est pas vrai. Je dirais tout simplement parce que c'est passionnant, c'est hyper intéressant, c'est le fun d'avoir des tâches qui sont connexes l'une et l'autre, qui se ressemblent, mais qui peuvent aussi être très différentes. L'enseignement, c'est quelque chose que j'aime depuis toujours. J'ai toujours aimé partager, enrichir les connaissances de façon peut-être superficielle, mais souvent de façon approfondie chez les étudiants. Anaël, tu peux confirmer, ayant eu comme étudiant lors de la dernière session, je pense que ça se voit. Là, j'aime beaucoup j'aime beaucoup enseigner. Et j'ai hâte à ma 2e session de 2e année. L'hiver prochain. Et d'ailleurs, j'aimerais même continuer sur la partie sur la passion, parce que vous êtes quelqu'un de très passionné par ce que vous faites. Ça se voit avec toutes les casquettes dont Richie parlait. D'où vous vient cette passion-là? Comment pouvez-vous un peu nous parler de votre parcours et comment est-ce que cette passion a été entretenue, développée, en fait, qu'est-ce qui a un peu modulé votre amour pour la biochimie? Ça peut être très long à expliquer. Ça vient depuis mon enfance où vraiment déjà jeune, j'aimais énormément tout ce qui était écologie, tout ce qui était insectes, animaux. J'avais une passion déjà pour les sciences. J'avais des livres que je recevais en cadeau là, de façon... des livres sur des sujets scientifiques. J'ai toujours apprécié vraiment, là, très profondément, connaître, comprendre.
découvrir, justifier les éléments qui peuvent être souvent à l'œil des initiés injustifiables. Donc, permettre de mettre des couleurs à certaines images, à certaines idées. Donc, tout jeune, là, je suis allé dans une voie, là, dans la voie scientifique, mais toujours en ayant, je dirais, foncièrement un cœur artistique. Donc, j'ai aussi un grand volet artistique en moi qui, à mon sens, s'harmonise bien sous ces deux sphères-là. Alors, progresser, j'ai fait mes études pour aller au baccalauréat, éventuellement pour faire le programme en biochimie. Par la suite, faire une maîtrise avec un passage direct au doctorat, donc en biochimie. Tout ça, j'ai fait ça au cœur de l'IRCM, donc l'Institut de recherche clinique de Montréal, où j'ai grossièrement fait mes études dans le domaine du cardiovasculaire, sous la bannière de l'hypertension, des recherches fondamentales et à la fois cliniques dans mon parcours, qui m'ont mené par la suite à rentrer dans le programme du DEPD, donc du diplôme d'études postdoctorales en biochimie clinique, qui est un programme de 2 ans qu'on est obligé de faire au Québec là, actuellement pour pouvoir éventuellement devenir biochimiste clinique reconnu là, par l'Ordre des chimistes du Québec. Justement, merci d'avoir apporté le concept de biochimie clinique parce que au début de vos études, vous étiez vraiment très confronté à la partie fondamentale où le but était d'accumuler certaines connaissances. Puis plus tard, vous avez, j'allais dire, dévié vers le côté un peu plus clinique de la biochimie. Alors, est-ce que vous pouvez un peu plus apporter des nuances à c'est quoi le clinique versus le fondamental? Qu'est-ce qui est différent? Comment les deux se complètent? Comment les deux, je ne veux pas dire divergent, mais ne se rencontrent pas d'une certaine façon? En gros, quand on parle de fondamental, c'est généralement les études sous-graduées. Donc, au baccalauréat, c'est là où on apprend un certain langage, où on apprend un vocabulaire scientifique, on apprend les sources de certaines connaissances dans certaines sphères scientifiques. Dans notre contexte, c'est de la biochimie. Mais on a le volet biologie, microbiologie, immunologie. Donc, il y a énormément d'autres sphères qui nécessitent des connaissances de base. Donc, c'est vraiment comme un alphabet. On apprend les lettres avant de pouvoir écrire certains mots. Donc, on doit connaître un certain langage. Et soit qu'on décide d'approfondir ce langage-là pour aller de façon très, très réductionniste dans des graphiques plus larges afin de répondre à certaines hypothèses d'intérêt qu'on va avoir. Soit qu'on va dans une voie fondamentale, ou soit qu'on peut aller dans un volet clinique où on peut faire un hybride des deux. Hein. Ça, un n'empêche pas l'autre. Ou le volet clinique, c'est qu'on essaie de prendre ce que l'on connaît à fondamental et d'utiliser ces éléments-là pour la clinique. Donc, on part de connaissances dans le but de pouvoir gérer de la clinique. Donc, on parle ici de connaissances physiologiques, physiopathologiques. Leur prise en charge, c'est de comprendre vraiment à partir des connaissances qu'on a acquises, qui ont été acquises lors du baccalauréat, éventuellement de la maîtrise et du doctorat, lors de recherches. Donc, on applique ça après ça à de la clinique avec un parcours clinique, parce que ça prend aussi un parcours clinique pour comprendre aussi le général là, de la physiologie, des signes et symptômes associés aux physiopathologies. Et donc, une fois qu'on a ça, ben là, on peut se spécialiser. Donc, c'est un monde de spécialisation, de surspécialisation, de surspécialisation. À chaque fois, plus on évolue dans certaines branches. Un n'empêche pas l'autre. On peut faire du fondamental, de la clinique, on peut faire purement de la clinique, on peut faire purement du fondamental, on peut faire des comme je vous dis, là, des segments hybrides. Et ça dépend toujours des intérêts et des emplois dans lesquels on performe, là, qui va justifier, dans le fond, le type d'approche qu'on va avoir. OK, mais c'est vrai que quand on parle d'études postdoctorales, comme vous l'avez dit, ça devient c'est précis. Ben souvent, en recherche fondamentale, ça finit par être l'étude sur un ARN, sur une protéine spécifique, dans une cellule spécifique, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par précis pour un biochimiste clinique? C'est-à-dire que... Aux personnes, aux gens qui font un profil postdoctoral en recherche, le programme du DEPD qui est offert par le département de biochimie à l'Université de Montréal, qui est le seul programme au Québec en passant, c'est littéralement des voies différentes. Donc, dans un contexte
postdoc en recherche, ben, c'est une évolution de ce qui a été fait au doctorat de façon plus avancée, avec des responsabilités plus grandes, avec une autonomie plus grande, avec bien sûr moins d'encadrement par un collègue, tandis que le programme postdoctoral en biochimie clinique, c'est des étudiants qui vont avoir fait leur doctorat, généralement en recherche, qui par la suite, eux, vont se spécialiser pour faire une pratique clinique. Donc ici, quand on parle de pratique clinique, c'est vraiment d'être intégré dans le réseau de la santé. OK? Ça peut être dans le réseau public, ça peut être dans le réseau privé, mais bref, c'est pour pratiquer sous une sphère clinique où Puis là, on rentre dans ce qu'est la biochimie clinique, c'est quoi les rôles des biochimistes cliniques. Puis on pourra en reparler un peu plus tard si vous voulez, mais il y a quand même pas mal de matériel à discuter. Mais c'est vraiment d'aller dans une voie par rapport à l'autre. Puis ici, c'est vraiment une différence qui est quand même assez importante entre le postdoc en recherche et le postdoc en biochimie clinique. C'est vraiment deux sphères complètement différentes. Une est très terrain dans les laboratoires de recherche fondamentale. Bien sûr, il peut y avoir de la clinique là, avec des collaborations. Et le second, qui est le programme postdoctoral, qui est aussi avec des cours, avec des stages pendant 2 ans de formation, où le candidat acquiert les connaissances nécessaires pour une pratique, je dirais, dans le réseau public. Initialement, au moins pour 2 ans, puis par la suite, on peut aller dans le secteur privé aussi. Un n'empêche pas l'autre non plus. Si je comprends bien, la partie, les études postdoctorales en fondamentale, c'est vraiment plus dans des laboratoires de recherche fondamentale, Exact. avec de la concentration sur certains sujets précis, Mhm. alors que la partie clinique, le postdoctorat en clinique, c'est une série de formations pour acquérir des compétences nécessaires pour Exact. travailler à l'intérieur d'un hôpital. Entre autres. Entre autres. Oui, Okay. c'est ça. C'est acquérir quand même un large menu de connaissances. Actuellement, on a eu une refonte qui a été faite en 2018-2019 pour le programme où on a essayé d'intégrer davantage de sphères du domaine de la clinique ou des services offerts dans les laboratoires cliniques qui n'incluent pas uniquement la biochimie, mais on va inclure l'hématologie, on va inclure la microbiologie, on va inclure la biologie moléculaire, la génétique, immunologie. Donc, on essaie d'intégrer un grand spectre de services qui sont offerts dans les hôpitaux, si on peut le dire ainsi. Donc, on ouvre vraiment nos horizons et le programme permet justement via les cours, via les connaissances théoriques et via la pratique, via des stages pratiques en milieu hospitalier, d'acquérir ces connaissances-là via des professionnels déjà en place. Donc, les candidats se promènent tout au long de leur formation pendant 2 ans pour acquérir ces connaissances-là. Et donc, ils vont faire des stages qui vont être plus ou moins longs, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, des fois peut-être plus que ça, dans certains secteurs, dans les différents secteurs qu'on trouve à l'hôpital, pour justement acquérir toutes ces connaissances-là du mieux qu'ils peuvent dans le temps qu'il leur est offert. OK, en parlant de formation justement, là on parle des 2 dernières années du DEPD. C'est quoi le parcours en gros? Genre, je finis mon stage en biochimie, je finis mon bac en biochimie, donc de 3 ans. Il se passe quoi après? Si je veux finalement être biochimiste clinique. En réalité, il faut revenir à ce que vous venez de dire. Donc, j'ai fini mon baccalauréat. Donc, ça dépend quel baccalauréat vous avez. Parce que pour éventuellement faire un programme postdoctoral en biochimie clinique, il faut avoir une carte de l'Ordre des chimistes du Québec pour pouvoir faire ce stage-là. Et donc, pour être membre de l'Ordre, ça nécessite certaines conditions. Et donc, un baccalauréat, ce n'est pas en soi une condition acceptable. Il y a donc des programmes de baccalauréat, par exemple le programme en biochimie de l'Université de Montréal, il y a quand même différents types de programmes. Bien, ils ne sont pas tous éligibles à avoir une carte pour être membre de l'Ordre d'emblée. Ça se peut qu'il y ait des ajustements de cours parce qu'il y a quand même un menu, je crois que c'est 55 crédits là, de chimie qui doivent être reconnus par l'Ordre. Et là, on parle des 4 types de chimie, là, chimie physique, chimie organique, biochimie / inorganique, chimie analytique. Bref, c'est les 4 sphères nécessaires. Donc, je crois que c'est du 12-12-9-9 là, en gros, en termes de crédits. Mais on doit avoir 55 crédits de chimie dans ces 4 catégories-là, minimum. Donc, ce n'est pas tous les programmes de biochimie qui vont donner ce genre de crédits-là. Donc, ça se peut qu'il y ait des ajustements à la sortie du bac avec un cours additionnel, 2 cours additionnels dans le but de compléter ce qui est attendu par l'Ordre.
Une fois que vous avez votre carte, vous êtes membre de l'Ordre des chimistes du Québec, là, vous pouvez appliquer par la suite si vous avez effectué un doctorat. Donc, il faut un doctorat dans des sciences biologiques reconnues par l'Ordre. Donc, que ce soit de la biochimie, de la pharmacologie, microbiologie, biologie moléculaire, etc., etc., sont tous des programmes qui sont acceptés par l'Ordre des chimistes comme acceptables. Donc, vous avez un baccalauréat avec des crédits de chimie reconnus. Vous avez un programme doctoral qui est aussi reconnu par l'Ordre. Vous pouvez appliquer annuellement à une bourse pour participer ou prendre part là, au programme de formation du DEPD en biochimie clinique de l'UDM. Et là, c'est un concours. Donc, vous soumettez votre candidature. Si toutes les conditions sont rencontrées, il y a un comité d'évaluation qui permet d'assurer qu'est-ce qui est quoi, comment, est-ce que c'est acceptable, ça ne l'est pas. Oui, mais c'est tel ajustement, ça dépend aussi du nombre de bourses, ça dépend du nombre de candidats. Chaque année, c'est différent, on a des contextes différents, donc ça prend vraiment ce canal-là. On passe vraiment du bac au doctorat. Puis là, j'ai bien sûr passé la maîtrise. Hein? Il a parlé de doctorat, il n'a pas parlé de maîtrise. Pour dans le programme, on n'a pas besoin d'une maîtrise. Ça peut être un passage direct, directement du baccalauréat au doctorat ou de la maîtrise vers le doctorat. Donc, c'est vraiment ce parcours qui est essentiel pour être membre de l'Ordre, puis être éligible éventuellement à une bourse de formation pour être inscrit au programme du DEPD. OK. Juste, je pense que tu allais dire un truc, mais j'ai une question avant. C'est que avant qu'on commence à enregistrer, vous aviez mentionné que vous avez fait votre résidence à l'hôpital Sainte-Justine. Oui. Donc, mais je pensais que ceux qui font de la résidence dans un hôpital, c'est ceux qui vont devenir médecins. Oui, c'est un terme qui peut être confondant. Nous, ce qui est reconnu au Québec, entre autres, avec notre ordre professionnel, c'est une des spécialités pour lesquelles on est... La terminologie, lorsqu'on fait notre programme post-doctoral en clinique, c'est le terme résident. Donc, oui, ce que vous dites est tout à fait vrai, mais c'est aussi vrai pour les candidats du programme post-doctoral en biochimie clinique. Bien qu'on ne devienne pas, on n'est pas médecin quand on termine ça, on est des biochimistes cliniques /PhD, OK? On n'est pas médecin, mais le terme résident est aussi utilisé pour ce parcours de formation-là lorsque nous effectuons nos stages là, pendant cette période. Okay. Donc, ce n'est pas le même genre de résidence que les médecins font. Non, ce n'est pas le même type de résidence. En termes de temps, en termes de structure, il y a certains éléments qui peuvent se regrouper en termes de stage, en termes de pratique, en termes je dirais, généralement, de se relocaliser d'un établissement à un autre pour acquérir les meilleurs éléments, les meilleures connaissances dans des centres de pointe, dans le but de vraiment d'enrichir notre menu de connaissances, là, le plus à jour possible avec les spécialistes reconnus. Donc, on est un peu comme des résidents en médecine, on est voué à des déplacements afin d'effectuer nos stages. OK, donc pour résumer, en gros, c'est tu finis le bac, tu fais partie de l'ordre des chimistes, si tu as les prérequis pour, puis tu fais un doc en biochimie qui est accepté par le comité qui va déterminer ceux qui peuvent accéder au DEPD. Puis après ça, tu fais le DEPD qui inclut des stages ou résidences, c'est ça? Oui. Donc, et après ces 2 ans-là, on est enfin biochimiste clinique. Non. Après ça, vous devez passer des examens de certification à l'Ordre des chimistes. Et c'est là où je suis président de ce comité-là. Okay. C'est donc, il va y avoir 2 formats d'examen. Il y a un examen écrit et il y a un examen oral. Donc, une fois que vous avez complété tout le cursus là, du DEPD, vous appliquez pour avoir éventuellement votre carte de pratique de spécialiste en biochimie clinique. Et donc, vous passez un premier examen, que j'ai vraiment donné le premier lundi du mois de novembre. On a statué que c'était ça. Donc, premier lundi, où c'est un examen qui est composé de 2 sections qui durent toute la journée. Donc, il y a 2 examens de 3 heures au courant de la journée. Donc, on a une première partie analytique de 3 heures. Et par la suite, c'est généralement de 13 heures à 16 heures, on a une seconde partie qui est clinique. Donc, une fois que tout est fait, c'est évalué par mon comité. On regarde, est-ce que tout fonctionne? Est-ce qu'on rencontre les normes d'excellence attendues à ces épreuves? Et une fois que tout ça est fait, bien, vous allez être... Si tout va bien, on se croise les doigts, on s'entend, mais ça arrive que ça ne fonctionne pas, puis c'est des bad luck de la vie, là, ça arrive, on est des humains. Donc, une fois que ces conditions-là sont rencontrées, on invite les candidats à l'examen oral,
qui est tenu quelques mois plus tard. Donc, généralement, c'est vers la fin du mois de février, où là, les candidats vont passer un examen d'1h30, 1h45, où, avec un comité, on pose à tour de rôle des questions afin d'évaluer les connaissances du candidat sous, on s'entend, un deuxième format qui est ici l'oral. Et une fois que le candidat a terminé cette session, le candidat sort de la salle, il revient avec un point d'interrogation en se croisant les doigts. Est-ce que ça a bien été ou est-ce que ça n'a pas bien été? On s'entend, on souhaite toujours que ça aille bien. C'est aussi vrai pour nous quand on évalue des candidats. C'est une chose que je déteste, c'est d'annoncer un échec. C'est une des choses que je déteste le plus. Heureusement, ça n'arrive vraiment pas fréquemment, mais c'est quelque chose qui n'est jamais le fun. Donc là, le candidat revient, puis félicitations, ou écoute, il faut qu'on se parle, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, et là, le candidat repart du local, soit avec un grand sourire, ou soit vraiment avec je dirais un sourire inversé, là, avec une certaine tristesse, avec une frustration, parce que le candidat peut uniquement faire son examen l'année suivante. Donc, il doit attendre 1 an. Donc, là, je vous explique un peu là, les aléas de la structure de l'examen à l'ordre, mais généralement, ça va très bien. Et on a des très bons candidats qui sortent de là avec un grand sourire, et ça met du soleil dans nos journées. On est hyper heureux de ça. Est-ce qu'il y a pendant les 2 ans de la formation, est-ce qu'il y a des cours plus magistraux ou c'est principalement ou uniquement de la formation donc sur le terrain avec dans les cliniques ou les milieux hospitaliers? Non, c'est vraiment des cours magistraux. C'est vraiment des cours de 3 heures là, qu'on va donner régulièrement. Donc, on a les étudiants, les résidents qui sont là et il y a un conférencier qui enseigne de la théorie dans le secteur, dans le sujet qui a été discuté ou attendu là, dans le cursus du cours. Donc, c'est vraiment des cours qui sont théoriques. Vraiment, c'est vraiment magistral comme approche. Et donc, on va comme ça. C'est sûr qu'il y a aussi le volet dans ce contexte-là, un peu plus des stages. C'est au niveau des stages où là, il va y avoir des formateurs qui ont des attentes en fonction des stages qu'on appelle sectoriels, pour certains secteurs. Par exemple, un laboratoire, on va faire un stage sur les urines. Après ça, le prochain stage, ça va être sur des marqueurs tumoraux. Prochain stage avec les marqueurs cardiaques et blablabla, grossesse, enfant, naissance, gériatrie, etc. On passe à travers tous les différents contextes. Et là, on va avoir des stages qui vont être dédiés pour ça. Donc, c'est vraiment, je dirais, un hybride. C'est un programme hybride où on va vraiment avoir les deux. Stage théorique ou formation théorique, enseignement théorique, et une formation pratico-pratique, très terrain avec des stages sur le terrain. Franchement, ça doit être dur pour quelqu'un qui a fait, je sais pas, 4 ou 5 ans de doc, de ensuite repartir dans un amphithéâtre avec genre 1h30 de cours magistral. Ben, je dirais, ça, c'est le petit bonheur des résidents. Des fois, les docs, c'est même 4, 5, 6, 7 ans. Là, puis surtout quand il y a un passage direct, des fois, ça peut être un peu plus long. Mais je dirais que de façon unanime, quand la plupart des candidats qui terminent leur doctorat en recherche rentrent dans le programme clinique, sont déstabilisés. C'est un langage qui est très peu commun. C'est très hors de la routine ou de nos connaissances. Donc, de réavoir des cours magistraux, il y en a plusieurs qui se sentent soulagés parce que c'est un peu standardisé. Tout le monde est au diapason. Tout le monde a le même enseignement. Tout le monde peut prendre des notes. Tout le monde peut prendre la peine d'avoir des notes de cours, dire ça, je peux étudier ça tranquille chez moi. C'est de la compréhension. Il y a aussi du par cœur. On n'a pas le choix parce que c'est un autre langage. On doit apprendre des termes vraiment cliniques. Donc, je dirais qu'au point de vue des cours, pour la masse, c'est rassurant parce que ça donne un certain standard je dirais, une histoire, une connaissance ancienne de « Ah, j'avais des cours », donc c'est plus rassurant. On connaît le format que d'être lancé dans des stages cliniques avec du monde qu'on ne connaît pas, dans des contextes qu'on ne connaît pas, avec un langage qu'on ne connaît pas, ça peut rapidement être déstabilisant. Souvent, là, même après 6 mois dans le programme, il y en a qui commencent à dire « je commence à peine à me sentir à l'aise ». Donc, ça peut être long. Okay? Je suis passé par là, puis moi aussi, là, à ma première semaine
de formation. Puis ça, tu vas le voir éventuellement l'hiver prochain dans ton premier cours. C'est l'utilisation des tubes de prélèvement avec les bouchons, les différentes couleurs. Qu'est-ce que chacun de ces bouchons-là signifie? Pourquoi on utilise ces bouchons-là? Ben moi, je me souviens, dans ma première semaine, j'essaie de comprendre, OK, il y a des tubes avec des bouchons différents. Moi, en recherche, je faisais uniquement les tubes à bouchon lavande. On va s'en reparler, inquiète-toi pas. Les tubes à bouchon lavande. Puis moi, ça s'arrêtait là. Après ça, dans ce stage, on se rend compte bleu marbré, rouge, jaune avec ça, avec des petits copeaux, pas de picots. Et il y avait chaque nuance a son... Ah, ouais. Puis là, c'était vraiment c'était un paquet de cartes, là, de couleurs et de... Non, ça pouvait être... Donc, je me souviens que dans la première semaine, entre autres, j'apprenais mes couleurs avec les fonctions de chacun des tubes. Puis j'avais vu le coordonnateur du secteur, puis on discutait là, pour différents éléments. Puis je lui avais dit de façon très naïve, je suis encore en train d'apprendre mes couleurs des bouchons pour les différents tubes. Il m'a regardé avec un étonnement en me disant, ben voyons. Il dit, qu'est-ce que tu faisais avant? Je dis, La confusion sur son visage. Ben oui, parce qu'eux, ils apprenaient ça. Lui, antérieurement, il avait été technologiste médical. Et ça, ils apprennent ça au cégep. Donc, pour lui, dans sa tête, c'est comme c'est le pain et le beurre routinier. C'est un acquis. Oui, tout à fait. Depuis déjà des lunes et des lunes. Mais pour moi, c'est un nouveau monde. Donc, c'est sûr, là, je le regardais, puis c'est sûr, puis là, tout d'un coup, tu me rends inconfortable là, avec ton commentaire. Là, je me souviens, c'est comme, je sais pas quoi te dire. Non, je ne sais pas parce que c'est nouveau pour moi. Tu sais, c'était vraiment un nouveau monde. Tu veux qu'on te parle de recherche? Tu veux que je te parle de tout ce que j'ai fait? J'ai pas de problème. Ça fait pas longtemps que je viens de passer mon examen de soutenance de thèse, bring it on. Mais les tubes, aussi bêtes que c'est, pour moi, c'était un autre monde. Puis là, avec le temps, on les apprend, on connaît tout ça. Là. Tous les types de matrices, les spécimens utilisés, les contenants, les tubes, bref, tout le contexte là, derrière ça, on apprend ça pendant la résidence, mais c'est pas acquis, c'est pas inné, là, on doit l'apprendre. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, ça peut être assez déstabilisant au départ, là. Mais c'est extrêmement enrichissant. Parce que tout ce que tu vois, c'est des nouvelles connaissances. Puis c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Puis c'est un peu ça que je commence quand je commence le BCM 2562, premier cours de la session, ainsi que le dernier cours de la session, j'explique dans le fond, entre autres avec ce cours-là, l'objectif d'un cours d'introduction à la biochimie clinique, c'est de sensibiliser tous les étudiants un peu à la réalité. Parce qu'on est tous confrontés à un certain moment donné à se retrouver sous le parapluie du système de la santé. Que ce soit directement ou indirectement, que ce soit parce qu'un proche, un ami, un père, une mère, une sœur, un frère, cousin, peu importe, est confronté à une condition, à une maladie qui peut être plus ou moins grave, bien, on est tous sensibilisés d'une certaine façon. Donc, dans ce cours, ce qui est intéressant, c'est au moins de sensibiliser, je dirais, les différents étudiants au langage de la biochimie clinique. Qu'est-ce que vous devez vous attendre à titre de citoyen d'un réseau de la santé? À quoi vous devez vous attendre? Puis c'est surtout d'être en mesure de comprendre ce qui se passe. Donc, on commence avec les prélèvements. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous faire prélever pour certaines matrices. Ça peut être l'urine, ça peut être du sang, ça peut être une biopsie, ça peut être différentes matrices biologiques. Mais c'est quoi que vous, à titre d'étudiant, qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez pour vous assurer que ce qui est fait est bien fait? Donc, ça vous donne une coche de plus, je dirais, des connaissances additionnelles pour être en mesure de comprendre ce qui se passe dans l'espèce de cycle, dans l'espèce de roue du système de la santé, qui va du moment où vous ne vous sentez pas bien, où quelqu'un ne se sent pas bien, qui se présente éventuellement dans un établissement de la santé pour rencontrer un médecin ou un autre professionnel de la santé qui va demander une requête d'analyse. Ces analyses-là vont être prélevées, vont être envoyées dans les laboratoires, vont être analysées. On va générer des rapports avec des résultats qui peuvent être interprétés dépendamment de la nature de ces résultats-là. Le médecin va réavoir, ou le professionnel de la santé qui va avoir prescrit ces analyses-là, va obtenir ces rapports-là qu'il va utiliser dans son investigation pour émettre un suivi clinique auprès de la personne. Et c'est un peu ça, au baccalauréat, qu'on essaie de donner comme sensibilisation, je dirais, aux différents étudiants. Ça allait vraiment fun comme cours. C'est incroyable. Je peux confirmer. Là, je veux dire, c'est
au départ, même avant d'en prendre ce cours-là, j'étais déjà dans l'optique de poursuivre en biochimie clinique. Et ce cours-là m'a juste confirmé ce que j'avais déjà comme idée. Est-ce que Et tu es en train de c'est- passer un message au président du comité, là, par hasard ou... Je vais garder ce message-là pour dans 5 ans. Plus 7, à peu près. 6, 7 ans. On verra, on verra. Enfin, c'est juste comme ça. C'est de façon subliminale, surtout. Mais bon. Mais très belle transition pour contre, parce que justement, question d'analyse et tout, ben, c'est quoi la routine de biochimiste clinique? Hey, c'est très large. Il y a un document qui a été produit, je crois que c'est à l'an 2000, par l'Ordre des chimistes, puis ils font une liste exhaustive de certaines tâches qu'un biochimiste clinique est confronté. Là. Donc, je pense que c'est près de 6 pages en bullet point là, de tâches, Wow. OK, en continu, de l'impact qu'un professionnel comme un biochimiste clinique a. On a énormément de responsabilités. Et l'enjeu ici, c'est qu'on est souvent derrière les rideaux. Si vous vous promenez dans la rue puis vous demandez, est-ce que vous savez c'est quoi un biochimiste clinique? Les gens ne font pas l'association. Ils vont dire un biochimiste, it's a crazy guy avec des cheveux tout croche puis qui mélange du vinaigre avec du bicarbonate puis s'amuse à regarder de la mousse. Ou mettre du colorant puis rire un peu, de façon un peu psycho. Là. Science. Ça, c'est les sciences et le biochimiste. Ah oui, puis il est aussi schizoïde. Là. Il est isolé, il bouge pas, là, puis il veut être Version dans labo sa sans bulle. lumière. Tu sais, l'espèce de Scientifique. d'image caricaturale. Là. Et après ça, on rajoute le volet clinique. On va dire, ah ben ça, c'est quelqu'un qui fait ça pour de la clinique dans un hôpital. Il est un où, peu ce moins fou. professionnel-là? Il est où, ce professionnel-là? Qu'est-ce qu'il fait? Je voudrais que même au cœur du réseau de la santé, énormément de professionnels ne savent même pas c'est quoi un biochimiste clinique. On est vraiment des, comment je dirais pas comme des Superman. C'est une image que tu vas comprendre l'année prochaine. Mais tu sais, on est déguisé, on nous reconnaît pas, on nous voit pas parce qu'on est dans les laboratoires diagnostiques, on est un peu caché, mais notre impact est majeur. Et majeur, pourquoi? Parce qu'au Canada, là, on le sait, c'est mondial, même l'OMS va rapporter ça, c'est à peu près 60 à 80 des décisions cliniques qui sont prises par ce qui est produit en laboratoire. Donc, tous les tests là, génèrent 60 à 80 des décisions cliniques. C'est sûr que certains secteurs en milieu qui vont être plus interpellés, ils sont par l'urgence, les soins intensifs, ils vont demander beaucoup plus d'analyse et ils ont besoin de ça là, très, très, très rapidement. Mais en gros, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on fait quand on est en laboratoire, bien, on a énormément de tâches. De un, c'est d'assurer la disponibilité de tests, l'optimisation, l'implantation, bien certainement, de tests, l'ajout de nouveaux tests. Dans le but de quoi? De créer un menu toujours un peu plus riche. C'est vraiment d'enrichir nos menus d'analyse qui vont servir pour la clinique, que ce soit pour du diagnostic, de l'investigation, l'évaluation à long terme de traitement, etc., etc. Donc, on doit établir, implanter, optimiser les tests diagnostiques. Par la suite, on doit assurer la qualité. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec l'assurance qualité pour assurer que ce qui est produit est de qualité. Hein? C'est ce qu'on veut. On ne veut pas produire n'importe quoi. Malheureusement, on est dans un réseau comme un autre, comme d'autres réseaux, et il y a des failles, malheureusement. Et donc, en raison de différents éléments, des coupures budgétaires, on coupe des tests, on doit optimiser des tests, on doit assurer que ce qui est produit, on le fasse dans un cadre budgétaire bien certain. Donc, parfois, malheureusement, c'est comme dans la vie de tous les jours, quand vous avez un budget dans vos poches, bien, on tourne les coins de rond, je me permets ci, mais je ne peux pas me permettre ça. Et on fait de la priorisation, de l'optimisation de tests. Donc, on fait vraiment, on enrichit nos menus ou on retire certains menus d'analyse en fonction du contexte dans lequel on est. Tout ça, comme je dis, c'est dans un contexte d'assurance qualité. Et derrière ça, depuis plusieurs années, ça fait vraiment longtemps, on essaie de suivre les normes ISO 1589. Donc, c'est vraiment des normes internationales dans le but d'assurer que ce que l'on fait, on essaie de tendre vers ça. Toujours en étant plus dans la qualité, parce que bien certainement, c'est ce qui est au cœur des professionnels dans le réseau, c'est d'assurer une prise en charge optimale et rapide de la clientèle. Donc,
Après ça, ça dépend où vous travaillez. Dans un institut, dans un hôpital régional, universitaire et autres, avec des vocations autres. Donc là, ça change un peu aussi des autres tâches. Bien, dans un centre universitaire, bien, on va aussi favoriser la recherche, l'enseignement. On va avoir des voies qui peuvent être différentes d'un établissement à un autre. Donc, vraiment, je dirais que c'est un tout qui peut être différent d'un professionnel à un autre, dans un établissement et à un autre. Et même pour un même établissement, bien, ça se peut que les biochimistes aient des tâches différentes en ayant chacun des secteurs qui peuvent leur être propres comme des spécialités. Dans mon cas, moi, c'est tout ce qui est en lien avec les hémoglobinopathies, donc des défauts, des désordres des différentes hémoglobines. Ça peut être tout ce qui est en lien avec les désordres auto-immunitaires, donc tout ce qui est en lien avec des désordres, on s'entend, du cycle des immunoglobulines. Je vais avoir aussi tout ce qui est en lien avec les dyscrasies plasmacytaires. Donc ça, c'est des désordres aussi qui sont autres, associés entre autres avec des cancers. On va parler des myélomes, des MGUS. Bref, c'est très, très large. Et ça, c'est ma voie à moi. J'ai des collègues qui vont spécialiser davantage sur d'autres matrices, sur d'autres secteurs, l'endocrinologie, les marqueurs tumoraux, la toxicologie, la pharmacologie. Puis au cœur d'HMR, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un système de rotation. Donc, pour un secteur dédié qu'on appelle la biochimie générale. Donc, il y a la biochimie qu'on appelle de base, mais qui est majeure parce que c'est celle qui est toujours demandée. Et là où mes collègues et moi, on fait de la rotation en fonction de nos périodes de garde. Donc, je fais un survol, je dirais, général un peu de ça, mais on pourra en parler longtemps. Mais c'est un peu ça aussi qu'on parle dans le cours du BCM 2562. C'est pendant tous les cours, j'explique un peu ce qu'il y en est. Donc, c'est du 3 heures avec différents secteurs en intégrant un peu la réalité analytique, clinique dans un réseau de la santé. Ouais, j'aimerais juste revenir sur les normes ISO 1589. Oui. Je ne sais pas si Richie sait de quoi on parle. Aucune idée. Parce que moi non plus. Mais, mais est-ce qu'on pourrait juste approfondir, expliquer un peu qu'est-ce que c'est pour, Ce sont des normes internationales. Vous avez sûrement déjà roulé, je ne sais pas moi, sur l'autoroute, puis il y a des entreprises qui indiquent ISO. On est accrédité ISO 9001, ISO 9002. Ce sont des normes, les plus hauts standards de normes reconnus pour une pratique ou pour une entreprise donnée. Donc, ce sont des normes avec des comités de spécialistes qui se sont dit, bien nous, voici les normes qu'on attend pour tel contexte. Donc, dans le réseau de la santé, ce sont les normes ISO 1589 où ces normes-là indiquent, dans le fond, ce qui est attendu à tous les niveaux. Que ça soit vraiment là, du moment où on a une requête, un prélèvement jusqu'à la sortie des résultats, tout le processus doit être encadré pour assurer un cadre de qualité. Ça va de la traçabilité, ça va du type de matériel, de ressources qui sont utilisées, des collaborateurs. On doit tout documenter. On doit vraiment s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art, bien certainement. Ça va aussi jusqu'à l'implantation des méthodes. Et donc, dans les méthodes, on a certains critères qui doivent être rencontrés dans le but d'assurer que ce que nous, on déploie, soit reconnu comme acceptable. Et là, au lieu de juste dire, je vais faire une méthode avec 10 spécimens, puis ça s'arrête là, puis je pense que c'est correct, bien, avec les normes ISO, bien là, il y a un contexte. Il faut qu'il y ait un minimum de 40 spécimens dans tel contexte. C'est une méthode quantitative, donc on peut quantifier avec un résultat quantitatif en unités scientifiques, ou c'est qualitatif. C'est positif, négatif, donc c'est variable. Et en fonction de chacun de ces éléments-là, bien, on a un cadre à respecter. OK. Et ces normes-là, j'imagine, ce sont celles qui sont utilisées pour mettre au point ces méthodes-là dans un certain cadre clinique. Exact, Okay. Exactement. Est-ce que ça implique donc que les biochimistes cliniques, je veux dire, inventent ces tests-là ou ils peuvent s'inspirer de choses qui étaient déjà faites? Généralement, ce qu'on essaie de déployer, c'est des trousses qui sont déjà disponibles par des manufacturiers. Et donc, en fonction des manufacturiers, est-ce que ces manufacturiers-là ont fait approuver leurs tests par des normes comme Santé Canada? Est-ce que la FDA approve ou autre, ou c'est international, européen? Donc, il y a un cadre d'approbation qui est initial avec des manufacturiers qui, généralement, idéalement, c'est ce qu'on veut, parce que le but, c'est pas de réinventer la roue. S'il y a du matériel déjà disponible, c'est de l'utiliser. Mais il faut s'assurer que ce qu'on implante est de qualité. Et c'est là où on fait des évaluations, des vérifications de ces trousses-là, de ces produits-là, de ces réactifs-là, pour nous assurer que le tout est acceptable selon les normes que je vous ai mentionnées tantôt.
Quand, malheureusement, ces trousses ne sont pas disponibles, ben là, ça se peut qu'on y va avec du in-house, avec des produits maison. Donc, on peut développer certains tests basés sur la littérature ou autre. On peut pimper des tests déjà existants. Donc, on essaie vraiment d'améliorer ce qu'on pourrait retrouver dans la littérature. Par contre, ça nécessite un développement puis une évaluation beaucoup plus exhaustive que celles qui sont offertes par des manufacturiers qui, eux, ont déjà fait des études de vérification que nous, on doit simplement confirmer. On doit évaluer, dans le fond, ce qui a été fait. Dans le contexte où on développe de nouveaux tests, généralement, c'est soit que ça a été développé dans la littérature, puis par la suite, on doit évaluer ça de façon aussi exhaustive, selon des normes ISO et d'autres normes scientifiques là, avec d'autres lignes directrices qui sont disponibles dans le but d'assurer que ce que l'on va développer rencontre quand même les standards de base. Ça allait m'amener à poser une question un peu sur les tests de qualité en question, sur comment est-ce qu'ils sont faits et ça allait m'amener à poser la question justement sur le premier cours qui parlait les tests de qualité interne, donc le contrôle de qualité interne, le contrôle externe. C'était ce que je voulais amener à expliquer. Mais ça, c'est vraiment plus des termes, je dirais, techniques. C'est sur la façon d'évaluer les analyses qu'on produit sous certains aspects analytiques. Okay? Dans un premier volet, je ne m'éterniserai pas ici, là. Mais tu sais, il y a l'aspect interne et externe. Interne, c'est plus pour évaluer ce qu'on appelle l'imprécision analytique. Donc, la répétabilité là, d'un test qui est capable de se faire dans le temps. Donc, on reprend un test, jour 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Est-ce que le test redonne généralement toujours la même chose? On parle de précision ou plutôt d'imprécision qu'on va évaluer. Ça, c'est ce qui est évalué avec l'assurance qualité interne. Lorsqu'on veut parler d'assurance de qualité externe, là, ici, on veut évaluer l'exactitude. Donc, on veut s'assurer que ce que l'on dose au moins une première fois, est-ce que ça correspond à ce qui est réel? Donc, c'est vraiment un peu comme une cible. Donc, si on prend une cible, puis on lance des dards, puis on dit, bien, le bullseye, là, c'est le centre. Est-ce que ma flèche est capable d'aller au centre ou elle va aller 5 anneaux plus loin? Bien, si on est 5 anneaux plus loin, on est inexact. Donc, ça, c'est l'exactitude. Et l'imprécision, c'est si je relance mes 3 flèches, est-ce qu'elles s'en vont un peu partout ou elles vont toutes au même endroit? Si elles vont toutes au même endroit, on est précis. Si elles sont dispersées, on est imprécis. Donc, c'est vraiment le jumelage, je dirais, de ces deux paramètres-là, d'assurance qualité interne et externe, qui permet d'assurer globalement la qualité de notre test. Et c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on évaluait, c'est ce qu'on évalue à tous les jours. Principalement, l'imprécision, on le fait de façon quotidienne, dépendamment des tests. Ça s'appelle plus d'une fois par jour. Et l'exactitude, ça va être fait de façon programmée dans le temps avec différentes compagnies là, pour nous assurer, parce qu'on s'entend, ça va être des matrices ou ça va être du matériel inconnu. Nous, on ne peut pas juste rentrer ça et dire « je suis pas mal sûr que c'est ça la donnée ». Non, on sort une donnée, puis après ça, on reçoit un rapport de la compagnie qui dit « Ah, vous avez rapporté telle valeur, bravo, vous êtes exact ». Ou malheureusement, vous êtes non conforme, vous êtes inexact. Vous avez sorti une valeur X, mais la valeur attendue était Y. Donc là, on doit s'assurer des ajustements, de vérifier, pousser. Donc, on veut en continu. Toujours, on veut s'assurer que ce qui est produit en laboratoire soit de qualité. Et ça passe, entre autres, par les paramètres d'assurance qualité interne et externe. OK, donc en gros, pour peut-être condenser tout ça un peu pour les gens qui nous écoutent, ce serait juste pour s'assurer que toi, Jean, tu vas faire un test de sang, on va dire. OK, tu vas tester ton sang. Et on t'a ramené une valeur de ton taux de glucose, il est de temps. Ben, voilà, tu sais où tu te situes. Ben, donc, vous vous assurez quotidiennement que les valeurs que vous ramenez aux patients sont précis et reproductibles. Donc, si je fais un test aujourd'hui et demain, ben, ça devrait être la même valeur si ma diète n'a pas changé, par exemple. Exact. Mais en gros, c'est pour être sûr que ce qu'il y a dans le rapport, c'est vrai et c'est fiable. Dans ce contexte-là, on parle d'imprécision. Fait que la répétabilité, oui. Mais aussi, je pourrais sortir une valeur, par exemple. Jean avait une valeur de 5,6, mais la vraie valeur, c'est 4,2. Oui. Bien, je le refais le lendemain. Ah, c'est 4,4. Ah, après ça, c'est 3,9. Ah, on va dire, ma méthode est précise, on voit l'évolution, ça tient. Mais au niveau clinique, c'est toujours l'enjeu clinique. Hein? C'est ce qui est primordial, ce qui est toujours essentiel, c'est l'aspect clinique. Est-ce que ça représente la réalité? C'est ça, oui. Donc, c'est beau que ça soit précis, mais est-ce que ça représente la vraie valeur qui, ici, dans l'exemple donné,
ben, la valeur serait plus 5,2 ou 5,3. Je peux être précis, mais inexact. Donc, c'est là où on doit assurer les deux paramètres d'exactitude et d'imprécision. Donc, on fait les contrôles de qualité internes pour vérifier vraiment à quel point nos mesures sont précises. Yep, Donc, exactement. elles sont toutes dans la même plage de données acceptables. Puis, les contrôles de qualité externes qui sont donc faits par une compagnie qui est justement externe à l'organisme dans lequel on se trouve pour vérifier si les données qu'on a, qu'elles soient précises ou pas, sont dans la plage de données vraie. Exactement. Exactement. Ça. Voilà, donc Jean, si jamais ton médecin te dit de freiner sur le sucre, crois-le, t'inquiète, il a raison. Non, mais en réalité, le médecin n'a pas besoin de dire ça. Hein. Je dirais que c'est le modo pour tout le monde. C'est essayer de minimiser au maximum le sucre. Là. Ça, c'est un fait. Là. C'est scientifiquement prouvé. Là. Donc, on le sait, couper le sucre, c'est juste mieux pour vous. Là. Ah ben justement, tant qu'on y est, en tant que biochimiste clinique avec autant d'expérience, si vous aviez des petits conseils à donner aux gens qui nous écoutent, comme là vous venez de le faire, ce serait quoi? Les petits conseils. Conseils santé. Croyez en vos rêves. Suivez vos passions. Aimez vos proches. Suivez en cours. Aimez-vous en premier. Assurez-vous de prendre soin de vous. Donc, ça passe par l'hygiène, santé, sommeil, alimentation, activité physique, bien certainement. Mais c'est sûr, là, suivez vos passions. On en a tous, j'espère. Puis, conseil, croyez en vous. Puis, bien qu'il y ait des échecs, c'est excellent. Ça vous permet d'utiliser ça comme tremplin, d'apprendre, de toujours pousser vers l'avant. Ça dépend toujours, bien certainement, de ce que vous attendez de la vie, de ce qui... Ça issu, bien sûr, de votre passé, de votre présent, mais assurez-vous d'aller dans quelque chose qui vous plaît où vous allez vous sentir à l'aise. Puis quand je dis à l'aise, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, parce qu'il va y en avoir des problèmes. Au réseau, dans notre réseau, là, on en a des problèmes. C'est à plusieurs niveaux. Là. Même à titre de biochimiste, là, il y a énormément de trucs que j'adore, mais il y a d'autres éléments que j'aime moins. Tu sais, comme dans un contexte actuel, les coupures budgétaires. Ça, on est limité. Là. Ça nous permet moins de fonctionner de façon optimale comme on le souhaiterait. Mais considérant le contexte, c'est normal qu'il y ait ce type de coupure-là sous la voie qui a été décidée. Qu'est-ce qui rend le tout moins agréable aussi? Ben, quand on a des contrôles qui sont out, quand on a des spécimens qu'on doit reprendre parce qu'on a des inversions ou il y a des erreurs analytiques qui se sont produites, bien ça ne rend pas mon travail nécessairement plaisant parce qu'on sait qu'il peut avoir un ou plusieurs impacts chez la clientèle. Donc ça ne va pas m'empêcher de faire mon travail, mais c'est sûr que c'est agaçant, c'est frustrant. Puis là, ça peut même devenir inquiétant quand ça arrive. On espère que ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est vite. Il faut vite corriger le tir. Donc, il y a des éléments, des fois, qui sont problématiques qu'on doit assurer, prendre en charge très rapidement. Ça, on s'entend, c'est des éléments qui sont moins le fun, qui sont moins agréables, mais c'est la vie, hein, on doit dealer avec ça. Là. Mais quand on aime ce qu'on fait, forcément, ça devient moins une tâche que si on n'aimait pas notre travail. Bien ça, c'est techniquement, vos parents vous l'ont dit. Faites quelque chose que vous aimez, suivez vos passions, puis devenez pas YouTuber. Là. On a besoin de professionnels. Bon, on arrête le podcast. Merci d'avoir écouté. Voilà, c'est bon. mais félicitations pour ce podcast-là. Je trouve ça très chouette. En passant, je voulais le dire initialement, mais là, je le place maintenant. Je trouve ça vraiment génial. On s'en était déjà brièvement parlé, mais avec la rédacteuse, je parle l'exercice dans son ensemble. Pas juste le podcast, mais je dirais l'environnement, tout ce que vous avez décidé d'établir en groupe. Moi, chapeau, je trouve ça génial. C'est hyper important. Puis, là, vous auriez pu être en train de vous bouffer aux UV là, en étant dehors et en prenant du soleil, mais vous avez préféré faire ça. Fait que moi, je trouve ça très bien. Si ça peut permettre de véhiculer un message qui est attendu, c'est chouette. Là. Mais... oui, suivez vos passions. Je pense que ça, c'est important quand même. Je dirais des passions qui sont legit, là. On s'entend, puis des passions qui sont légales, c'est ça. Oui, évidemment. Ouais, ça, mais moi, ma passion, c'est la torture. D'être comme Dexter, puis c'est ça, la torture. Mais justement, on peut continuer un peu sur la partie des passions. Moi, personnellement, j'aime bien, en dehors de l'école, aller faire un peu d'improvisation. Cool. Ça fait quand même assez longtemps que j'en fais. Sinon aussi, j'aime bien faire du sport en général, donc de la musculation ou de la course, mais
qu'est-ce que Karim Ben Kiran fait quand il n'est pas biochimiste? Ah, ben, il est biochimiste clinique. Ça, c'est 24 heures sur 24. Mais hormis ça, ce que je fais, ben, j'aime beaucoup la photographie. C'est quelque chose que j'ai développé il y a quand même quelques années. Donc, j'aime beaucoup la photographie. Donc, tout ce qui peut être macro-photographie, photo, des landscaping, donc de paysages, de l'animalier. Ben, bref, la photographie en général, j'aime beaucoup. J'ai pas l'occasion d'en faire beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup de choses dans mon assiette, là. Puis il faut que je mange tout avant de 6 passer pages au de dessert. responsabilité. Pardon? Comme vous l'avez dit, 6 pages de responsabilité en bullet point. Ah, pour mais un ça, c'est en biochimiste clinique. 2000. Hein. Je vous dis, il y en a plus maintenant des Ah. responsabilités qui sont plus sur cette page-là. Ouais, ouais. Mais il y a quand même des tâches qui étaient sur cette feuille-là qui sont plus ou moins là maintenant. Donc, tu sais, ça évolue avec le temps, ces pages-là. Mais hormis tout ça, quand j'ai du temps, j'aime beaucoup l'ébénisterie, donc travailler le bois. Oh, wow. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Fut une époque où j'étais DJ. Fait que j'ai mes tables de mix, mes tables de tournage. Pour vrai, j'en faisais avant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, j'ai arrêté ça. J'aime beaucoup le dessin. C'est beaucoup... Ça entoure beaucoup les arts, vous voyez. C'est beaucoup ce qui est artistique. C'est un peu, je disais au départ, là. Il y avait un volet de moi qui était très, très, très... que j'adore les arts. J'aime aller dans les galeries d'art, j'aime les toiles, j'aime le dessin, j'aime les arts en général. Un fan de musique inconditionnel aussi, sous toutes les sphères, là. Ça peut passer de l'opéra au classique, au rap, au dance, techno, etc. Ça peut du house. C'est très, très large aussi. Donc, très polyvalent. Donc, des éléments ici et là. J'aime beaucoup le vélo. J'adore faire du vélo de route. J'adore énormément. Plus jeune, j'adorais faire l'escalade. Puis là, ça a un peu... c'est aller au niveau bas. J'aimais beaucoup les arts martiaux aussi à l'époque. Ça aussi, ça a pris un peu une place reculée dans mon agenda. Bref, on prend tout ça, là, puis ça fait une belle salade de fruits, de passion, puis d'éléments pour lesquels j'aime bien me butiner comme une fleur, là, comme des fleurs, comme une petite abeille, là. C'est vraiment cool. Mais moi, ce que je retiens surtout, moi, c'est l'image que j'ai en tête de Karim avec sa chemise de bûcheron et sa hache qui travaille le bois. J'ai pas dit que j'étais bûcheron. Par contre, j'ai essayé la forgerie, donc de forger de la forge, donc être forgeron, là. Wow. Donc, mais ça, c'était une activité que j'ai faite pendant une journée, puis je me dis plus jamais, là. Non, mais pas que c'était pas agréable, je pense que c'était vraiment, pour vrai, c'était hot. C'était le cas de le dire parce qu'on était dans des forges, puis les chaleurs étaient très, très, très élevées. Et c'était en pleine canicule au mois de juillet, puis on sortait à l'extérieur pour se rafraîchir parce qu'on avait trop chaud à l'intérieur. Donc, c'était vraiment Vous de la allez forge. dehors en canicule pour vous rafraîchir. Oui, exactement. Wow. Parce que tellement que c'était chaud à l'intérieur, parce que c'est des fours, hein, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Puis j'ai toujours voulu faire construire moi-même. Dans mon idéal, c'était de me faire un katana là, que je voulais présenter. Oh, wow. Puis je me suis rendu compte que c'est un art en soi, être forgeron, là, pour vrai. Ça a l'air facile. Là. C'est pas juste 3 coups de marteau et c'est non, bon, mais katana. c'est la technique, les mouvements et tout, c'est génial pour vrai. Puis j'ai fait mon petit couteau là, un peu artisanal qui était vraiment sympathique. Là. Puis je pense que j'ai fait, ouais, non. Pourquoi? Parce que pendant une journée et demie, là, je me mouchais, puis j'avais du charbon que je mouchais. Fait que je me disais, hi! Là, ma question, c'était, ils doivent sûrement être à risque de cancer des voies respiratoires, ceux qui font ça. Là, le biochimiste clinique remonte c'est ce que je disais. C'est pour ça que je disais, le biochimiste ne sort jamais de la personne. Une fois qu'on a ça, là, c'est tatoué là, dans notre âme. Là. Et donc, chaque élément, le jour, cancer de ci, cancer pulmonaire, cancer de la gorge, des voies respiratoires. Puis après ça, on va aller regarder c'est quoi les taux. Hein? C'est quand même élevé. Là. On s'entend, donc ça suit la logique. Là. Mais j'ai été vraiment impressionné par les forgerons qui étaient... qui nous montraient là, un peu le cours qu'on avait. Ça a été une expérience très agréable, mais elle s'est arrêtée là. Ouais, c'est la chaleur, puis moucher du charbon. Du charbon. Je fais « c'est moins le fun, ça. » Ouais, pas trop. Mais la technique est incroyable. Là. C'est vraiment... Mais tu vois, c'est important aussi d'avoir ce genre, je crois, de sideline ou de petits moments où on peut développer d'autres choses que la science. Puis je pense que tout ça fait un tout qui nous rend toujours un petit peu plus complet
puis qui rend un peu notre parcours sur cette terre toujours un petit peu plus intéressante. Que ça soit, peu importe, là, c'est vraiment génial. Ah oui, puis je me suis inscrit à des cours de pilotage pour être pilote de drone, oui, commercial, mais ça, c'était vraiment dans ma tête. Là. Je me suis dit, ça va être le fun. Donc, ça prend des cours particuliers, là, parce qu'un drone, normalement, on ne peut pas piloter quand c'est au-dessus de 249 grammes. Là. Ça prend des cours, puis ça prend un permis. Bref, il y a plein de choses à faire. Le problème, c'est le temps. Des fois, où c'est plus la gestion du temps, je dirais. Fait que, question très simple, passion. Mais là aussi, je pourrais partir. Fait que je pense que j'ai fait le tour un peu d'éléments qui... Je trouve ça hyper pertinent, justement, tu sais, de toutes les activités qui montrent quand même que on est capable de sortir de sa zone de confort. Ok? Oui, on est biochimiste, mais avant tout, on est des êtres humains. Exact. On a le droit de faire ce qu'on veut de temps en temps. De temps en temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Parce que c'est un excellent point, puis là, tu as utilisé le bon mot, zone de confort. Quand on est dans une zone de confort, on est bien, mais c'est rare qu'on évolue souvent. Tu sais, on reste dans... C'est quand on sort de cette zone-là que, wow, là, on découvre des choses. Puis ça, on le voit, là, on aime moins. Ah, peut-être essayer plus, peut-être essayer moins. Mais tant qu'on est dans notre petit... Tant qu'on est dans notre petit cocon, puis qu'on est dans notre bulle, bien souvent, je dirais que ça évolue moins là, vers d'autres, d'ouvrir d'autres portes, d'autres fenêtres, voyez ça comme vous voulez. Là. Fait que c'est important de sortir de sa zone de temps en temps là, pour essayer de découvrir d'autres choses. Oui, c'est sûr. En tout cas, pour moi, je suis d'accord parce que quand on sort de sa zone de confort, on apprend tellement de choses, des skills, je ne sais pas le mot français, des compétences, voilà. Mais on apprend aussi beaucoup sur soi. Parce que, par exemple, là, je suis en train de faire un podcast, mais je suis le genre de personne qui, dans sa galerie, sur son téléphone, n'a aucun selfie, aucune photo de moi. Et pourtant, je suis devant 5 caméras. Donc, en vrai, c'est cool. C'est vraiment fun. Et je suis content de vivre des nouvelles choses. Oui. Donc, oui, donc, en gros, vous êtes la preuve que même après 9 ans d'études, beaucoup de responsabilités, de chapeau, on peut quand même s'épanouir en tant que personne. Ah ben c'est ce qu'il faut. Hein. Je pense que c'est important de s'épanouir. Puis là, tu vois, moi, ça, c'est du réseautage. Ce qui est hyper important, surtout quand vous allez finir votre bac. Puis ça, ce qui m'amène, je pense, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a le gala définissant de l'Ordre des chimistes du Québec qui permet ce type de réseautage-là. C'est une soirée d'un gala, là, c'est vraiment dans cette soirée-là où ça nous permet d'échanger avec des finissants en chimie, en biochimie. Ça leur donne des opportunités. Hein, en réseautage, d'avoir différents professionnels, d'entendre des professionnels sur un panel de panélistes, on s'entend, avec des expériences vraiment bien nichées pour chacun de ces panélistes-là. Et donc, c'est ce que ça permet, le réseautage. C'est important. Allez voir, allez discuter, échanger. Podcast, génial, OK? Découvrir d'autres mondes. Ouvrez votre horizon, élargissez-le, hein, enlevez des œillettes, là, puis regardez, puis voyez vraiment, essayez de voir à 180, 360 degrés si vous êtes capable. C'est juste vous qui allez en être gagnant. Je crois que c'est investir pour votre futur. Donc, c'est à vous de voir. C'est libre à vous. Hein, vous faites ce qui vous chante, mais je pense que le réseautage, puis de sortir de un peu des zones de confort là, pour aller voir, essayer. Au pire, ça sera négatif, mais ça ne fonctionnera pas, c'est pas grave. Vous retournez de bord, puis vous évoluerez, puis vous allez savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et donc c'est juste d'évolution. C'est l'apprentissage. Oui, exactement, c'est ça, c'est de l'apprentissage. Donc voilà un nouveau conseil pour les gens qui nous écoutent, ceux au bac, mais surtout, très bon teasing parce que ce sera le thème d'un prochain épisode qui sortira sûrement en janvier. Ouais, ben ça me rappelle un certain épisode qu'on a tourné il y a quelques semaines. On a déjà tourné qui sortira, après celui-là, du coup. Ouais. Donc, et puis c'est quoi, juste par curiosité? Exactement ce que vous venez de dire. OK. Exact. Le réseautage et tout? OK. Ah, les génial. compétences transversales que les étudiants au bac maîtrisent ou même doc devraient avoir et développer pour pouvoir développer leur carrière juste en général. Donc, en biochimie. Très belle transition, franchement. Super cool. Moi, j'ai envie de savoir, on a parlé des trucs qu'on aimait moins dans la biochimie, donc comme les petites coupures budgétaires de temps en temps. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus en tant que biochimiste clinique? À suivre au prochain épisode. Mais ça nécessite aussi une ouverture d'esprit. C'est ça la vie. C'est Hills and Valleys, ça monte, ça descend, qui est très frustrant. Mais quand c'est gratifiant, c'est vraiment gratifiant. Et
Le biochimiste se retrouve à toutes les étapes. Ça, c'est l'aspect que le patient ne remarque pas, ne voit pas Non, il forcément. ne voit pas. Ça peut être cardiaque, ça peut être pulmonaire, ça peut être digestif, estomac, intestin, ça peut être le pancréas, ça peut être la vésicule biliaire, ça peut être le foie. Bref, ça peut être très large. Pour ou contre le bonheur.